Non, Non, mais c'est mieux que les gens laissent les micros fermés. bah oui. Alors, je vais vous présenter cette épopée biturbo. Biturbo au sens large, puisque on va inclure les Ghibli 2 et les Quattroporte 4. Donc, on va couvrir à peu près une vingtaine d'années, 1981-2001, avec 200 photos à peu près. Il faut compter donc 1 heure, comme je vous disais. J'ai essayé de faire un petit peu un compromis entre des détails pour les grands connaisseurs déjà de biturbo, qui sont assez nombreux sur le forum Maseratitude et sur les groupes Facebook, et également en pensant un peu aux plus novices, je vais vous donner quelques grandes lignes, quelques points de repère pour se quand même retrouver dans cette jungle qu'est la Maserati Biturbo, puisqu'il y a eu un peu plus de 50 modèles différents sur ces 20 années. Alors en préparant plutôt ce dossier, je suis tombé encore plus amoureux de la première Biturbo, celle-ci que vous voyez là à l'écran, qui a véritablement sauvé Maserati. Si elle n'avait pas existé, eh bien, nous ne serions pas là en train de parler de Maserati, ou alors on parlerait des Maserati d'avant. On a un peu oublié aujourd'hui à quel point cette voiture, à l'époque, la première biturbo, a été prestigieuse, désirable, à quel point elle a vraiment fait rêver les passionnés d'automobile de l'époque par son pédigré, par son élégance, par son moteur, bien sûr, surtout, qui était un moteur donc révolutionnaire, le premier moteur de série au monde à être équipé de 2 turbocompresseurs, et aussi un peu par son tarif, puisque elle permettait d'accéder à une Maserati neuve à peu près au moitié du tarif habituel. Donc, elle a eu aussi du succès pour cette raison-là. Voilà. Donc, en tout cas, je voudrais bien rendre hommage à cette biturbo initiale, qui est une pièce importante dans l'histoire de Maserati. Allez, c'est enfin parti pour une petite heure. Alors, comment on passe à la suivante? Voilà. Donc là, c'est le muletto avec le camouflage très important de l'époque. Les techniciens de Maserati avaient même essayé de brouiller les cartes avec des jantes d'Alfa Romeo, mais on reconnaît bien la calandre qui s'ouvre avec le capot. Là, ils avaient enlevé, ces techniciens Maserati, les tridents sur la calandre, sur les montants arrière du toit, mais donc les journalistes ne s'y sont pas trompés, c'est bien la nouvelle Maserati qui allait sortir, et que voilà, donc définitive. Donc une voiture très élégante, avec un très bel équilibre des volumes, et une aérodynamique qui est meilleure que ce que l'on pourrait penser en la regardant là, car en fait c'est une voiture très basse. Elle mesure 1,30 m de haut, ce qui est la hauteur d'une Porsche 911 SC à l'époque. Sa concurrente principale, qui était la BMW 323, 325, mesurait 1,38 m, 8 cm de plus en hauteur. Donc la biturbo, rattrapée un petit peu par une surface frontale réduite, puisqu'il y avait moins de hauteur, elle rattrapait un petit peu l'aspect un peu carré, bien sûr, des premiers modèles. Mais on va voir au cours de cette expo que petit à petit, on a affiné quand même ce frontal de la voiture. Alors, un homme est particulièrement important dans l'épopée biturbo, c'est Alejandro de Tomaso, cet Argentin d'origine italienne qui avait repris Maserati en 1975. Et là, nous sommes le jour de la présentation de la biturbo dans la cour de l'usine de Modène, le 14 décembre 1981. La biturbo de présentation était blanche, en hommage à la Dama Bianca, la 3500 GT de 1957, qui avait, à son époque, déjà sauvé Maserati. Et la biturbo va faire de même, car Maserati ne se portait pas très bien en 1980-1981. Les chiffres de production étaient de 500-550 exemplaires par an. Et avec la biturbo, on va avoir des chiffres multipliés par 10, puisqu'on va arriver à 5000-5500 exemplaires annuels en 1983-1984.
L'idée d'Alessandro, d'Alejandro De Tomaso était de réaliser une voiture de moins de 2 litres de cylindrée. Car depuis 1975, la TVA était de 18% sur les voitures de 2 litres en Italie et de 38% sur les voitures de plus de 2 litres. Donc s'il fallait lancer une Maserati et à grande échelle, il fallait qu'elle soit limitée à la cylindrée de 2 litres. La turbocompression permettant de donc avoir suffisamment de puissance. Tout au fond, là, vous avez la Quattroporte T3 qui avait été dessinée par Giorgetto Giugiaro dans sa phase cubique, un petit peu, et présentée en 1978. Elle n'était pas là par hasard, mais bien sûr pour montrer la filiation, la même veine stylistique entre la Quattroporte T3 et la biturbo. Alors là, c'est la concession Maserati belge de Christian Manès, et on voit des Quattroporte T3 sur les côtés et une biturbo au centre, et évidemment, la veine stylistique est à l'évidence la même. Alors, dès son lancement, la biturbo a beaucoup plu. Elle a séduit le public par vraiment un bel équilibre des formes, par un raffinement aussi au niveau des nervures sur la carrosserie, sur le capot. Les jantes également ont participé, je pense, à cette séduction. Ce sont des classiques Maserati, puisque ces jantes étaient apparues sur les Ghibli américaines de 1968-69, et elles avaient aussi eu du service sur les Indy. Alors voici le charme de cette belle tricorps compacte, utilisable au quotidien et extrêmement élégante et raffinée. C'est Pierangelo Andreani qui a dessiné la biturbo. On le voit ici il y a 10 ans, au trentenaire de la biturbo. Andreani n'était pas un novice puisqu'il avait déjà dessiné la Fiat Ritmo et la Ferrari Mondial 8. Alors voici une belle biturbo à Rome. La biturbo mesure 1,71 m de large, elle passe dans les petites ruelles romaines. Et sur cette photo, on se rend compte du côté bas de la voiture, avec un espace vitré assez réduit en haut. Une belle photo de Sergio qui nous montre donc que le charme de cette de ce beau coupé biturbo du début des années 80 vaut bien le charme d'une biturbo des années 2000, à côté la 3200. Italia, les années 80, à l'automne, en hiver, au printemps, on va garder l'été pour le Spider Zagato, qu'on verra un peu plus loin. Alors là, pour les puristes, ce petit détail ici, ce sabot sur l'arrière des roues arrière, un petit sabot aérodynamique. La biturbo est très compacte, elle mesure 4,15 m de long et elle renferme un concentré de raffinement italien dans l'habitacle et de dynamisme italien sous le capot. Alors d'abord l'habitacle qui a été dessiné par Pierangelo Andreani, le même que celui qui a fait la carrosserie, et notamment il a dessiné cet élément, ce bloc instrument qui est rectangulaire comme c'était à la mode à l'époque. C'est le grand couturier Ottavio Missoni qui a par contre choisi les couleurs. Il a été impliqué dès le début de l'étude de biturbo dans ce choix, et l'idée était de trouver un ensemble de couleurs qui aillent avec toutes les couleurs de carrosserie possibles. C'est toujours le même intérieur, quelle que soit la couleur de la carrosserie. Et ça a été donc rendu possible grâce à ces sièges en velours plissé marron glacé, et grâce à cette couleur de cuir brun orangé. L'origine de cette couleur de cuir remonte en fait à des prototypes Giugiaro des années 74, la Tipo 124, la Medici qui ne seront pas produits, mais qui avait déjà cette couleur orangée, brune. Et cette couleur sera par contre reprise sur la Quattroporte T3 de 1978 pour cette raison-là, parce que ça allait avec toutes les couleurs de carrosserie.
Alors voici Ottavio Missoni, qui est un couturier très connu en Italie. Et donc, petit détail également stylistique de l'intérieur, les cadrans à fond bleu qui deviendront un grand classique Maserati jusqu'au Maserati actuel. C'est à l'intérieur qui a souvent très bien vieilli. Alors, on pouvait avoir en option le cuir sur le bord des sièges ou les sièges entièrement revêtus en cuir, mais un seul cuir possible, pas de choix, c'est le même cuir que sur le tableau de bord, que sur les contreportes. Sur la Biturbo S qui sortira donc en 1983, il y aura le même cuir sur les sièges, mais de l'Alcantara beige sur les côtés. La boîte est une boîte ZF avec la première, vous voyez, vers soi et en arrière. C'est la même boîte qui équipait les Ferrari 308, par exemple. L'idée était qu'en conduite sportive, on a souvent besoin de changer entre la seconde et la troisième. La première ne servant qu'au démarrage, et donc le fait qu'elle soit sur le côté, ça allait très bien. Et on en vient à cette pièce maîtresse, donc à ce fameux moteur biturbo qui a donné son nom à la voiture. Là, je vous parle d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître, ou alors de façon livresque. Mais ceux comme moi qui ont un petit peu dépassé cet âge-là, qui ont été adolescents ou adultes jeunes dans les années, à la fin des années 70, se souviennent du côté magique du mot turbo. Turbo, ça veut dire vent en latin et en vieil italien. Quando turbo spira, disait Dante dans la Divine Comédie, quand le vent souffle. Et le mot turbo donc, est devenu à la mode dans les années 70. Il y a même eu une expression, mettre le turbo. Alors, mettre deux turbos dans la même voiture, ça a créé vraiment le buzz, on peut dire, dans ces années-là. L'arrivée d'air dans ce moteur turbo se faisait par la gauche de la voiture, uniquement par la gauche au début, vers un filtre à air postérieur, et puis l'air filtré était acheminé par cette durite qui sera chromée sur le moteur définitif jusqu'au turbo. Donc il y a un petit turbo de chaque côté, sous l'auvent du bloc finalement. Donc l'air était accéléré à ce moment-là dans la turbine de compression, et porté à 0,5 bar, sans être refroidi, il était acheminé vers cette espèce de cloche qu'on appelait le plénum, et dans lequel se trouvait le carburateur Weber double corps 36. Même chose de l'autre côté, bien sûr. Sinon, le moteur V6, là, 2 litres, est entièrement nouveau. Il n'a rien à voir avec le moteur de la SM. Il est d'ailleurs, sauf l'ouverture à 90 degrés, c'est le seul point commun entre les deux moteurs. Il n'y a aucune pièce commune par ailleurs. Et ce moteur, d'ailleurs, tout nouveau, est beaucoup plus simple que le moteur de l'ASM, avec un seul arbre à câble de chaque côté. Mais c'est même 3 soupapes par cylindre. Il y a une pièce intermédiaire que la came d'admission actionne et qui va ouvrir 2 soupapes d'admission, une petite de 23 mm et une grosse de 27 mm. Cette idée d'avoir 2 soupapes de taille différente, c'était pour améliorer le brassage de l'air et donc le remplissage du cylindre. Et du côté échappement, une seule grosse soupape de 35,5 mm de diamètre. Là, c'est le banc droit. On voit bien la pièce intermédiaire ici qui ouvre d'un coup les 2 soupapes d'admission. Alors, sur le banc droit, l'échappement était en avant de l'admission et c'était le contraire de l'autre côté, de sorte que la même culasse pouvait servir sur les 2 bancs simplement en retournant la culasse de 180 degrés. Alors, c'est l'ingénieur Aurelio Berto qui était l'ingénieur en chef de Maserati depuis 1975, et donc c'est lui qui a été responsable de la fabrication de ce tout nouveau moteur. Il est le fils de Guerrino Berto, qui est le collaudatore historique de Maserati. C'est cet homme-là qui a été le pilote d'essai et le metteur au point de tous les châssis Maserati de course ou de série de tourisme depuis 1935 jusqu'à 1974, date à laquelle il est passé chez De Tomaso. Nous sommes ici à l'hôtel Canal Grande de Modène, qui appartenait à De Tomaso et dans lequel d'ailleurs De Tomaso vivait.
donc à Aurelio Berto qui a fait le nouveau V6, mais il n'avait pas d'expérience en turbocompression. Et De Tomaso a donc recruté un autre ingénieur, Giordano Casarini, qui avait cette expérience car il travaillait au milieu des années 70 à Los Angeles pour l'entreprise Sparco qui turbocompressait à peu près tous les moteurs qui passaient. Le motoriste Ermanno Cordi a aidé les deux ingénieurs précédemment cités donc à mettre au point ce nouveau moteur biturbo. Ermanno est devenu un ami petit à petit et je lui ai demandé qui a eu l'idée de mettre 2 turbos dans cette nouvelle Maserati. Est-ce que c'est De Tomaso, comme on le lit un petit peu partout? Et Ermanno m'a dit que en fait, c'est Giordano Casarini qui a eu cette idée. Il n'arrivait pas à s'en sortir. Il avait essayé de mettre un gros turbo KKK allemand en avant du moteur, entre le moteur et le radiateur, mais c'était très compliqué parce qu'il fallait dévier bien sûr toutes les tubulures d'échappement, puis ramener l'échappement vers l'arrière, il n'y avait pas assez de place. Et finalement, donc, ils ont décidé de mettre un turbo de chaque côté. Mais les turbos de l'époque, les KKK allemands ou les Garrett américains, étaient trop gros, ne rentraient pas dans le compartiment moteur. Il faut dire que le carrossier Andreani, le designer Andreani, avait été plus rapide que les motoristes et la carrosserie était déjà arrêtée. Et donc, elle avait d'ailleurs été stockée, les prototypes de carrosserie avaient été stockés pendant 1 an en attendant que les motoristes arrivent à trouver un moteur. Et donc, pour faire entrer les 2 turbos latéralement plus le V6 au centre, il fallait trouver un turbo extrêmement petit. Et Ermanno Cordi et Casarini ont finalement trouvé ce turbo Hiashi japonais qui était le plus petit turbo disponible sur le marché à l'époque. Il équipait un moteur Daihatsu. Et ainsi, ces ingénieurs ont résolu un petit peu sans le faire exprès le problème du turbolag, du temps de réponse des gros turbos de l'époque, car ce turbo japonais a une pièce mobile extrêmement légère, ça mesure 125 grammes, je l'ai vérifié. L'ensemble, donc, ailette entraînée par les gaz d'échappement, axe, les paliers de lubrification, on voit et de soutien, on voit les petits trous pour le passage de l'huile, ainsi que l'ailette de compression. Tout ça pèse 125 grammes, ça n'a quasiment pas d'inertie et ça accélère à toute allure très facilement. Le turbo complet, Hiashi, pèse 6,5 kg. Il est très compact. Une main humaine en fait le tour quasiment. Et donc, l'entrée d'air se fait par ici, c'est accéléré par la turbine de compression et ça sort à 0,5 bar vers le haut avec une durite ici qui fait communiquer donc, la pression jusqu'à une membrane wastegate. S'il y a plus de 0,5 bar sur les premiers modèles, ça ouvre par cette membrane et par une tige qui actionne une soupape. Ça ouvre donc l'échappement vers l'arrière qui s'échappe sans entraîner la turbine de compression. Donc ça, c'était le premier système de régulation du boost qui était purement mécanique. Et voilà le résultat, donc ce premier moteur biturbo qui délivre 180 chevaux en 2 litres, avec, on voit l'arrivée unique de l'air vers le filtre à air ici. Alors, ces moteurs donc biturbo initiaux sont plus larges que longs, vous voyez, ça se voit vraiment bien sur cette image. Durant toute cette épopée biturbo que l'on va vivre, tous les moteurs ont été fabriqués à Modène, ainsi que les éléments de suspension. Il y avait 150 ouvriers qui fabriquaient ces moteurs, mais ils étaient ensuite envoyés à l'usine Lambrat de Milan, où étaient assemblés les biturbos. Là, c'est notre ami Philippe Mourari qui m'a procuré cette photographie de Lambrat. Donc, l'usine Lambrat, historiquement, elle avait fabriqué la Lambretta, la concurrente de la Vespa, puis avait appartenu à Innocenti. Et quand Innocenti est tombé faillite en 1977, c'est De Tomaso qui avait racheté l'usine et donc qui l'a modernisée avec l'aide de l'État italien pour fabriquer la biturbo.
Alors j'attire votre attention ici sur cette petite pièce. On voit que le bord d'attaque du fuselage des premières biturbos était carré, avec une pièce ici qui était soudée à l'aile avant et qui va passer sous les phares et qui permet de repérer du premier coup d'œil une biturbo initiale par rapport aux 222 par exemple qui vont suivre. Alors l'accueil par la presse a été vraiment formidable. La biturbo accélérait de façon extraordinaire en fait. La biturbo pesait 1080 kg pour 180 chevaux et surtout ces chevaux étaient délivrés de façon vraiment très brutale et l'accélération était formidable puisque la biturbo initiale accélérait mieux qu'une Ferrari 308. À l'époque, il faut dire que la Ferrari là, recevait l'injection et avait perdu un petit peu de puissance. Elle était à 214 chevaux avec l'injection. Mais vous voyez, la biturbo accélérait mieux que des voitures réputées de l'époque, une Porsche 928, une BMW 528. Seule la Porsche 911 accélérait mieux, mais la biturbo S qui va arriver en 1983 avec sa gestion électronique du boost, avec ces échangeurs RR qui refroidissaient l'air admis au moteur, accélérait vraiment de façon extraordinaire pour une 2 litres. Pour trouver mieux, il fallait vraiment s'orienter vers de monstrueux 5 litres de l'époque, les Ferrari BB 512 et les Lamborghini Countach. Donc cette jolie et charmante biturbo, toute sage, en apparence, n'était sage vraiment qu'en apparence. 1983, voici l'arrivée de la biturbo S, qui avait des suspensions raffermies, une peinture biton, des jantes nouvelles, qui seront très répandus, vous verrez, sur les berlines biturbo, sur les Spider aussi. Ce seront toujours les mêmes jantes jusqu'à la 222 2 litres de 1988, mais elles seront plus ou moins peintes, ces jantes. Et sur les biturbo S, elles étaient peintes de façon totale, comme ceci, presque totale, sombre, ce qui n'était pas encore tellement à la mode à l'époque. Alors, sous le capot, il y a dans cette biturbo S un élément très important, c'est le MABC, le Maserati Automatic Boost Control, qui avait été mis au point conjointement avec Saab. Et c'est donc une gestion électronique du boost, avec un détecteur de cliquetis, avec des sondes de pression, de mesure de pression et des sondes de mesure de température. Le problème de la turbocompression, c'est le même problème que connaissaient en fait les moteurs atmosphériques dans les années 50 quand l'essence n'était pas de très bonne qualité, c'est le cliquetis. C'est-à-dire quand l'air est trop chaud ou quand la pression est trop importante au niveau de l'admission du moteur, il peut y avoir ce qu'on appelle l'auto-allumage, c'est-à-dire l'allumage du mélange air-essence avant la bougie, avant que le piston n'arrive tout en haut. Et donc, si cet allumage se fait alors que le piston monte, eh bien, le piston se trouve à compresser un mélange qui explose. Et ce pauvre piston va se percer. Et donc, pour protéger la mécanique, il fallait une régulation électronique, automatique du boost. Et donc, c'est ce qui se passe sur la biturbo S à partir de 1983. Donc. Et on voit ici sur le capot les prises d'air NACA qui alimentaient les échangeurs RR permettant de refroidir l'air admis au moteur. Alors pour les grands passionnés de biturbo, un petit détail, vous voyez, les sièges sont inhabituels sur cette première biturbo S. Il y a eu 18 biturbo S, les 18 premières, qui ont eu ces sièges. Donc c'est un siège mi-saune, un tissu mi-saune, avec des chevrons, mais Giorgio Malicarne nous a dit qu'il y avait trop de retouches à faire sur ces sièges. Les chevrons se décalaient, les couturières de Missoni n'arrêtaient pas de venir. Il y avait finalement trop de retouches à faire et ce siège serait revenu trop cher. Et donc, on est passé ensuite pour toutes les biturbo S qui ont suivi, sur des sièges en cuir avec l'Alcantara sur le côté. Un de mes amis, très cher, possède cette biturbo S, donc une des 18 premières. Il y avait 2 couleurs à l'extérieur, un rouge pour les biturbo S ou Argento Blue, donc la sienne est Argento Blue, et il la garde bien sûr très précieusement, d'autant qu'elle n'a que 4000 km
d'origine. Vous voyez, c'est une des premières, hein, donc c'est la même d'ailleurs avec ces chevrons. Petit détail sur le coffre pour vous dire que toutes les Maserati biturbo ont leur réservoir entre le dossier des sièges arrière et la malle. Le réservoir est ainsi idéalement placé en plein au-dessus du train arrière et quand il est rempli, il appuie sur le train arrière, ce qui améliore la motricité. En plus, il est loin en cas de choc et bien protégé. Ce réservoir fait 61 litres sur les biturbo 2 litres et il sera porté à 75 litres sur les 2 litres 5, les 2 litres 8, sur les berlines aussi. Voici la biturbo S. On voit la petite pièce dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui passe sous le phare. Et ça la distingue donc des éléments suivants. Et les prises NACA sont là. Elles alimentent ces échangeurs RR qui vont permettre donc de diminuer la température de l'air arrivant au carburateur. Ça va régler aussi un problème qui était celui du vapor lock, c'est-à-dire que quand le moteur était chaud pour couper le contact, eh bien parfois l'essence s'évaporait sous la cloche et on ne pouvait plus redémarrer à chaud. Il fallait attendre une demi-heure que le moteur refroidisse. Et là, avec les échangeurs, ce problème a quasiment disparu. Voici une belle biturbo S en action. Vous voyez l'intérieur de la biturbo S, sauf les 18 premières, donc avec le cuir sur le siège, sur le dossier, l'Alcantara sur le côté. Les biturbo S n'avaient pas de bois sur les portes, hein, contrairement à la biturbo de base. Elles avaient de l'Alcantara sur les portes. Alors 1983 est décidément une année importante puisque apparaît le moteur de litre 5 qui est à peine plus puissant que le 2 litres, qui est placé dans le coupé. On appellera ce coupé donc biturbo E pour exportation, car bien sûr, il était quand même assez difficile à vendre en Italie avec cette TVA à 38%. Et apparaît l'année 1983, la 425 pour 4 portes de litre 5. Les berlines biturbo n'ont pas pu s'appeler quattroporte avant 1994, car la grosse berline quattroporte était produite en parallèle. Et donc, c'est la 425 qui est basée sur un châssis allongé à 2,60 m. La biturbo coupée a un châssis à 2,51 m et on verra que le Spider a un châssis à 2,40 m. Les jantes, vous voyez, sont les mêmes que celles de la biturbo S, mais peintes de façon différente. Elles sont peintes un peu moins foncées et uniquement sur la périphérie. Alors, cette 125 est très habitable à l'arrière. J'ai essayé, en tout cas pour quelqu'un d'un gabarit jusqu'à 1,80 m, ça va bien. On a un petit peu l'impression sur cette photo que la place au genou est assez limitée, mais en fait l'assise est très longue. Vous savez que beaucoup de constructeurs font à l'arrière des assises réduites, ce qui donne l'impression qu'il y a de la place pour les jambes, mais en fait là ça a été le contraire sur cette voiture et ça va jusqu'à 1,80 m. Cette 425 inaugure le tableau de bord arrondi et la montre Lassalle. Alors, le tableau de bord arrondi, il va se retrouver sur les biturbos jusqu'à la Ghibli, jusqu'à la Quattroporte 4, avec un graphisme un petit peu différent. Et la montre suisse Lassalle va devenir un très grand classique Maserati, puisque la forme ovale des montres reste encore présente actuellement sur les Maserati actuels. Elle était donc dorée, tournée légèrement vers le pilote. Et voici donc ce que ça donnait, un bel ensemble. On a bien sûr décliné une version 420 2 litres pour le marché italien et Missoni a produit des tissus, celui-ci un autre un peu plus orangé, qui était disponible donc sur les 425 et les 420 et qui a eu du succès à l'époque, c'était chaleureux et apprécié. 1984, on avance petit à petit, c'est le Spider Zagato, donc dessiné par le carrossier Zagato à Milan, en reprenant, comme pour la berline, là, beaucoup d'éléments, bien sûr, du coupé. On reconnaît les jantes, hein, toujours les jantes de la biturbo S, mais peintes là aussi de façon un petit peu différente.
Tout le monde aime le Spider Zagato, de 7 à 77 ans. Et voici notre été italien qui nous manquait tout à l'heure. Ce Spider Zagato a eu une carrière longue puisqu'il a été produit de 1984 à 1994 avec 3 séries successives. Une première série avec des pare-chocs très échancrés, comme on voit là, avec le petit sabot à l'arrière. Une deuxième série avec des pare-chocs plus enveloppants. Et une troisième série, ça correspond à la chamalisation de la gamme, avec donc le spoiler en bas du pare-brise, les feux carénés, la calandre avancée et allongée transversalement. Le Spider Zagato et le châssis de 2,40 m vont être assemblés à Modène, à la différence des autres biturbos. Donc, le Spider Zagato, sauf les 10 premiers exemplaires qui avaient été assemblés chez Zagato à Milan, donc a été assemblé à Modène, ainsi que la Carif, qui est en fait un Spider Zagato avec un toit soudé, et ainsi que la Chamale, qui dérive directement de la Carif. L'autre biturbo, la seule autre biturbo à avoir été assemblée à Modène, c'est la 228, le gros coupé sur base de 2,60 m d'empattement de la berline. Alors, le carrossier Pavesi a produit, ça c'est pour les ultra spécialistes de la biturbo, un hardtop pour le Spider Zagato. Merci Conimino qui m'a donné cette information juste avant cette petite conférence. On avance, 1985, c'est la biturbo 2 qui extérieurement ne diffère pas de la biturbo, elle a les jantes de la biturbo S mais non peintes. Elle a le tableau de bord arrondi, sauf peut-être les toutes premières. Par contre, mécaniquement, ça évolue. Il y a un différentiel à glissement limité sans scie torque à l'arrière qui remplace le très rudimentaire Salisbury qui équipait les biturbos jusque-là. Elle a des turbos refroidis par eau. Jusqu'à elle, donc, les turbos étaient en fait lubrifiés, bien sûr, mais il n'y avait pas de refroidissement spécial. C'est la lubrification qui servait de refroidissement. Donc là, les biturbos, à partir de la biturbo 2, les turbos vont être plus protégés. Le MABC, donc le contrôle électronique du boost, va être monté en série, alors qu'il était auparavant monté que sur la biturbo S. Il va y avoir également des améliorations au niveau de la pompe à eau. Les segments de piston ne sont plus chromés. Ils vont moins racler le nid d'usile qui protégeait, qui tapissait les chambres. Et donc, on aura moins de problèmes de copeaux de nid d'usile, comme c'était le cas. On n'aura plus du tout ce problème-là. Et il va y avoir également des échangeurs RR disponibles en option sur cette voiture. Alors ça, c'est intéressant. L'aftermarket, ce n'est pas produit par Maserati, mais Spirco, là, en l'occurrence, donc à Los Angeles, proposait des échangeurs RO. L'air donc montant du turbo passait dans cette piscine d'eau froide pour être refroidi avant d'être admis au plénum. Il y a eu également un autre système RO, d'échangeurs RO plutôt sur la côte Est des États-Unis et également en Angleterre, puisque l'importateur anglais avait équipé d'échangeurs RO toutes ces biturbos carbus dans ces années 85-86, avec un système un petit peu différent. Alors voici le summum des Maserati biturbo carbu, c'est la ES, ici c'est celle de Conimino. E, donc pour exportation, c'est le 2,5 litres, et S pour en fait échangeur. S, ça signifiait échangeur à cette époque-là. C'est une voiture qui développe à peu près 200 chevaux. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que la biturbo S développait aussi 200 chevaux en 2 litres. Eh bien, c'était la même puissance en 2,5 litres, mais avec un couple plus important. Alors, ce qui est amusant chez Maserati à l'époque biturbo, c'est que la biturbo S a continué à être produite même après l'arrivée de l'injection. L'injection arrive en 1986 et la biturbo ES Carbu de Conimino a été construite en 1988.
Ce sera la même chose pour les 4 soupapes par cylindre qui ne vont pas supplanter complètement les 3 soupapes par cylindre. Et les 4 soupapes par cylindre arrivent en 88 et il va y avoir des 3 soupapes par cylindre produites jusqu'en 1994. Ce qui va bien sûr augmenter la complexité de la gamme. Biturbo S. 1986, c'est l'arrivée de l'injection avec donc les 2 litres, 2 litres 5 qui vont être des biturbo I. L'air comprimé par le turbo donc monte directement sans être refroidi sur cette version I simple jusqu'au Y là d'arriver au plénum qui est un peu plus petit, puis on a donc les arrivées d'essence ici vers les rampes d'injection. Voici la SI. S, donc comme je vous ai dit, ça signifie échangeur. On voit ici le tuyau qui sort du turbo, qui amène l'air comprimé à l'échangeur. Les échangeurs sur les modèles à injection sont placés devant le radiateur d'eau. Vous voyez qu'il y avait de la place, le radiateur d'eau est là. Les échangeurs RR sont devant. Et l'air refroidi va être acheminé vers le Y, tout pareil. Alors cette SI développait 220 chevaux en 2 litres. Donc vous voyez l'évolution, carbu sans échangeur en 2 litres, 180 chevaux, avec échangeur sur la biturbo S, 205 chevaux. Et là, on est à 220 chevaux en 3 soupapes par cylindre. Voilà l'échangeur, avec donc l'air refroidi qui part vers le Y sur le côté comme ceci. Une belle photo de Sergio 222 qui nous montre une biturbo SI dans une série spéciale qui s'appelait Black Edition, toute noire dehors, toute beige à l'intérieur, une voiture magnifique. Alors, les 2 échangeurs sont ici, on les devine. Les prises d'air NACA, du coup, n'avaient plus d'utilité, mais elles ont souvent été conservées, sauf sur les toutes premières SI. Elles ont quand même été conservées, d'abord parce que c'était assez joli, esthétiquement, et ensuite parce que ça a quand même ventilé un petit peu le compartiment moteur qui était toujours assez surchauffé sur les biturbos. Au passage, donc, je vous signale que les prises NACA étaient en dedans du pli du capot, donc sur les S, sur les SI. Et vous allez voir un peu plus loin donc qu'il va y avoir des extracteurs d'air qui sont en fait des prises NACA à l'envers sur notamment les Maserati biturbo à moteur 2,8 litres injection, et ces prises d'air NACA seront à l'extérieur du pli de carrosserie. Alors là, c'est la même mais en 4 portes, c'est la 420 SI, une voiture capable de transporter 5 personnes, et on voit qu'elle est malgré tout très compacte par rapport à une 4002 des années 2005, d'après les jantes. Belle photo de Sergio, avec cette magnifique 420 ici, avec la couleur biton toujours de la carrosserie et les jantes un petit peu peintes en périphérie, anthracite. Alors la biturbo, comme vous avez pu voir dans le teaser, elle a été engagée en compétition, qu'elle soit carbu ou qu'elle soit injection, mais uniquement par des privés, jamais par l'usine Maserati. Elle a été engagée en rallye, comme on l'a vu, essentiellement par Adriano 2C, avec une biturbo SI, même sur des rallyes terre apparemment. Elle a participé au championnat des voitures de production, au championnat italien de voitures de production qui s'appelait Campionato Italiano Velocità Turismo. Alors cette photo est intéressante parce qu'on voit par rapport à une Alfa 75 combien la biturbo est large et surtout basse, particulièrement là avec des suspensions de course. Il y a eu des podiums, jamais de victoire. Voici donc quelques belles photos de SI en compétition. Cette SI-là a participé au championnat anglais et elle a eu 2 parrains prestigieux, le champion de moto Giacomo Agostini et Sir Stirling Moss, qui a été un très grand maseratiste. De Tomaso voulait remplacer la Calami. Il a demandé à Andreani de lui dessiner
une grosse biturbo, en reprenant un petit peu les formes de la biturbo, sur la base du châssis de la berline 425. Et ça a donné cette 2,28, donc pour 2 portes, 2,8 litres. C'est une grosse voiture par rapport à la turbo, à la biturbo. Ici, nous avons notre ami Bart Lafont, qui est auprès de sa 222 4V. La 222 4V, c'est l'évolution ultime de la carrosserie Andréani, mais elle a les mêmes dimensions que la carrosserie Andréani, avec 1,71 m de large. Et ici, on voit la 228 qui est beaucoup plus grosse. C'est celle de notre ami l'ingénieur Marco Bergamini, qui était ingénieur Freddo chez Maserati à l'époque. C'est-à-dire qu'il s'occupait de ce qui était froid, Freddo, les suspensions. Il a une très belle 228 blanche. Alors, la 228, c'est le vaisseau amiral biturbo à l'époque. Elle inaugure le moteur 2,8 litres, 3 soupapes par cylindre, injection, 255 chevaux initialement, qui a évolué vers 225 chevaux ensuite à la fin des années 80, car il y a eu donc les catalyseurs qui ont limité un petit peu la puissance. Mais très peu le couple, et finalement la voiture accélérait pratiquement de même qu'en 255 chevaux. L'intérieur de la 228, donc c'est l'intérieur biturbo classique, avec des petites particularités, les franges sur les contreportes, le bois entre les cadrans. La 228 est la seule Maserati biturbo à avoir du bois entre les cadrans, avec la quattroporte 4 qui apparaîtra en 1994. Alors, ce moteur de 2,8 litres est traîné sur la 228, il va être bien sûr placé dans toutes les carrosseries de la gamme. Alors, d'abord, ça a été la carrosserie 4, la berline. Elle s'appelle 430. Alors là, je ne sais pas pourquoi, et je crois que personne ne sait bien pourquoi. Il y a eu une 428, à carbu d'ailleurs, mais un seul exemplaire, et donc elle s'est appelée 430, 428 plus 2. Cette voiture accélérait de façon phénoménale. En 5,7 secondes du 0 à 100, c'était des temps pratiquement identiques à ceux d'une Ferrari Testarossa, à 1/10 de seconde près, mais en emportant femmes, enfants, belle-maman et leurs bagages. C'était la berline qui accélérait le plus fort à l'époque. Alors on voit là qu'elle a sur les jantes 5 écrous, excusez-moi. Simplement en regardant les jantes à 5 écrous, on sait qu'elle dispose donc de l'évolution du système de suspension Meccanica Active, qui était une amélioration du train avant, permettant à la roue d'être toujours perpendiculaire au sol, quel que soit l'angle de braquage. Et ces voitures disposaient également du différentiel Ranger, que l'on va trouver sur toutes les biturbos 2,8 litres et sur les biturbos 2 litres à 4 soupapes par cylindre. On revient sur cette magnifique 430 avec de l'Alcantara, sur le ciel de toit, sur les côtés du cuir, du bois, véritable. Et alors là, pour les spécialistes biturbo, sachez que l'Alcantara bleu sur le tableau de bord est une caractéristique des moteurs 2,8 litres. Vous voyez de l'Alcantara bleu sur le tableau de bord, vous savez que c'est un 2,8 litres sous le capot. Alors voici donc la biturbo coupée de base des années 88. C'est celle qui va remplacer la SI en reprenant sa mécanique, SI, 220 chevaux. C'est la 222. Alors là aussi, l'appellation est un peu mystérieuse. 2 pour 2 portes. Elle aurait dû s'appeler logiquement 220. Donc là aussi, on a rajouté un petit 2, donc 222. C'est celle de Sergio, très bien photographiée. Alors on voit qu'elle a 4 écrous par roue. Donc elle n'a pas le système Meccanica Active. Elle a toujours le sensi-torque donc à l'arrière. Elle a été retouchée, la SI a été retouchée par le grand designer Marcello Gandini, qui très intelligemment n'a pas trop modifié la carrosserie. Il a abaissé un petit peu la voiture à 1,25 m de haut, mais simplement en jouant sur les suspensions. Il a également intégré ce joli spoiler à l'arrière. Et il va retoucher la face avant, par contre, de façon un petit peu plus importante.
Là, vous avez la face avant des biturbo originels, vous voyez, avec ce bord d'attaque carré et cette pièce dont je vous ai parlé. La calandre elle-même est un petit peu carrée sur l'avant. Alors, Gandini, vous voyez, a affiné le bord d'attaque de la voiture, a supprimé la pièce sous les feux, et la calandre elle-même est plus avancée, plus longue vers l'avant, et avec un bord d'attaque plus aérodynamique, en fait. Par contre, il n'a pas du tout touché au pare-choc, qui est toujours le même. L'intérieur des 222 2 litres reçoit donc un velours spécifique, très plaisant. Et bien sûr, le moteur de litre 8 a été placé dans cette 222. Alors, on ne pouvait pas l'appeler 228 puisque c'était déjà pris par le grand coupé. Et donc, ça a été les 222E pour exportation. Alors, à propos des 222 2 litres 8, donc il y en a eu 3, enfin même 4 successives. Ça a été la 222E qui a les pare-chocs initiaux très échancrés avec l'échappement apparent. Ici, c'est le modèle de Philippe Mourari, notre ami belge. Il y a eu la 222 SE ensuite qui a suivi, qui est la même, mais avec des pare-chocs plus englobants. Et en fait, il y a eu la 222 SR qui correspond à la chamalisation de la gamme avec le spoiler sur le bas du pare-brise, les feux carénés à l'avant. Voilà. Et on voit donc que là, il y a 5 écrous par jante, donc avec ce qui signifie qu'il y a le Mechanica Attiva à l'avant et le Ranger à l'arrière. La quatrième 222 de litre 8, ça va être la 222 4V avec le moteur à 4 soupapes par cylindre. On met le moteur de litre 8 dans le Spider, et là, contre toute attente, ça tient relativement bien la route, malgré une structure un peu plus légère. Et donc, De Tomaso se dit, on va faire une supercar. Donc, le châssis court, et ça va être la Carif, en mettant donc un toit soudé sur le Spider, tout simplement. Ça a été la Carif, qui est la première biturbo à porter un nom de vent. Vous savez que les noms de vent donc, sont une tradition sur les Maserati depuis la Mistral de 1963. Eh bien, ça va être aussi donc, une tradition sur les biturbos à partir de la Carif. Il va y avoir ensuite la Ghibli, la Chamal d'abord, et puis la Ghibli qui vont porter des noms de vent parmi les biturbos. Voici l'arrière de la Carif, on voit avec cette lunette un petit peu étroite. Elle a des côtés un petit peu Lancia Fulvia par certains angles. Et donc là, on voit apparaître sur la Carif, les premières Carif avaient juste l'échappement caréné et une échancrure au milieu, puis on voit apparaître le pare-choc qui va être ensuite généralisé au 222 SE, au 2.24V, pare-choc englobant. 1988, apparition des moteurs à 4 soupapes par cylindre sur la 2.24V. Vous voyez, donc la complexité, le point est très important, 2 pour donc 2 portes et 24V, 24 valvole. Valve, voilà, c'est la soupape en italien. Alors ce moteur donc a toujours une courroie de distribution en avant qui entraîne l'arbre à cam d'échappement qui entraîne par une petite chaînette à l'arrière l'arbre à cam d'admission. Cette structure va être commune à tous les moteurs Maserati biturbo à 4 soupapes par cylindre, même sur la Chamal V8, même sur la 3200 GT. Par la suite, on aura cette disposition courroie en avant, chaîne en arrière. Ce moteur en 2 litres développe 245 chevaux. Donc vous voyez l'évolution, carbu sans échangeur 180 chevaux, avec échangeur 205, l'injection avec les échangeurs 220 sur la SI, la 222, et là, donc 245 chevaux. Alors sur la 2.24V ou sur la 4.24V, qui sera la même en berline, la chambre d'admission est peinte en noir. Donc simplement en ouvrant le capot, on sait que c'est une 2.24 ou une 4.24. Alors voici la 2.24V, première série. Celle-ci a appartenu à Maser Alpha. C'est la première série donc, des 2.24. Elle a le pare-choc englobant, vous voyez,
a une couleur biton, et on retrouve, bien que ce soit une 2 litres, donc les jantes à 4 trous, et à l'arrière, le Ranger. Voilà, cette magnifique 2.24. L'intérieur des 2.24 est toujours de ce type-là, avec le cuir au milieu, l'Alcantara sur les côtés. La 2.24V de première série a toujours la boîte ZF, avec la première en arrière et vers le pilote. Par contre, la deuxième série, la 2.24 de deuxième série, aura la boîte Getrag avec la première en avant. Et là, on voit apparaître la commande des amortisseurs Koni adaptables. On pouvait durcir l'amortissement à partir de la 2.24V de première série déjà, avec donc un réglage dynamique de l'amortissement. Excusez-moi, je prends un petit verre d'eau. Alors, on avance. Voici le Spider en jante 5 trous, ce qui probablement traduit la présence d'un moteur de litre 8, mais c'est un Spider de première série, toujours avec les pare-chocs échancrés. Voici un Spider de deuxième série, c'est le mien d'ailleurs, avec, vous voyez, les pare-chocs plus englobants. L'intérieur, alors, le mien est un 2 litres. Donc, vous voyez, j'ai de l'Alcantara sur le tableau de bord, mais ce n'est pas de l'Alcantara bleu. Alors, voici la 222 SE. On voit bien ici, vous voyez, donc sur les 2 litres 8, l'extracteur d'air, qui est une AK à l'envers, en fait. Et on voit le pare-choc englobant, hein, le même que celui des 2.24V, en fait. Alcantara bleu sur le tableau de bord, c'est normal, hein, 222 SE, c'est le 2 litres 8. Alors là, je vous remets une petite photo de Carif, parce que Carif comme supercar, c'était quand même un peu juste. Bon, ça a accéléré comme une Ferrari Testarossa, mais du fait d'un aérodynamisme quand même limité, hein, ça ne dépassait pas 250 km/h. Et Alejandro De Tomaso a demandé à Marcello Gandini de lui faire une vraie supercar sur base Carif. Par contre, comme il n'y avait pas beaucoup d'argent dans les caisses de Maserati, il fallait que Gandini conserve la prise au sol de la Carif, c'est-à-dire que les roues soient au même endroit, le châssis soit le même, que les portes soient au même endroit, ainsi que le toit. Alors, il est quand même très fort, Marcello Gandini, parce qu'à partir de ça, il a fait ça. La Chamale, qui est visuellement la biturbo la plus agressive. Elle est cative, très très méchante, cette voiture. Et on verra que cette méchanceté n'est pas seulement visuelle. Alors effectivement, vous voyez, la porte est au même endroit. Par contre, les ailes sont très bodybuildées, devant, derrière. On voit ici à quel point le bas de caisse est arqué. La trouvaille, c'est le spoiler en bas du pare-brise. Les feux sont carénés. La calandre et même le capot sont très avancés par rapport au feu. Latéralement, bon, c'est du Marcello Gandini, hein, avec cette signature, le passage oblique au niveau des roues arrière. Hein. Marcello Gandini, je vous rappelle, c'est le designer Lamborghini, et c'est lui qui avait designé donc, les Miura et notamment la Countach avec ce passage oblique des roues arrière. Au niveau de la malle arrière, il l'a rehaussé pour intégrer le spoiler, ce qui donne une lunette arrière assez plane, assez horizontale. Ce qui est assez caractéristique aussi de la Chamale, très caractéristique, c'est cet arceau donc visible de l'extérieur, hein, noir. Sous le capot, c'est la révolution puisqu'il y a 2 cylindres de plus, c'est un V8. Par contre, la structure est la même, hein, la courroie crantée entraîne l'arbre à cam d'échappement qui entraîne par une petite chaîne l'arbre à cam d'admission. Ça donne 3,2 litres pour ce V8 et 326 chevaux. Alors, avec le V8, on n'a plus la place de mettre le filtre à air à l'arrière, et donc il y a un petit filtre à air de chaque côté sur ce moteur. C'est l'intérieur biturbo classique. Les sièges sont néanmoins spécifiques, plus baquets. Et le long ici de la voiture, on a soit du bois, soit du cuir. Mais que l'on ait du bois ou du cuir,
à l'arrière, entre les deux petits sièges arrière, le bois fait le tour, ou le cuir fait le tour. Ça, c'est une particularité chamale. On ne trouve ça en biturbisme que sur la chamale. Bon, les sièges arrière sont quand même assez symboliques. Il faut vraiment avancer les sièges avant pour pouvoir loger un enfant à l'arrière. Alors, à partir de là, donc, la chamale, je voulais dire, a été présentée le 14 décembre 1989, en même temps que la chute du mur de Berlin. Et à partir de là, eh bien, on a eu une chamalisation de toute la gamme biturbo. La première à être chamalisée, ça va être la 2.24V. Ça va être donc la deuxième série de 2.24V, vous voyez, avec le spoiler en bas du pare-brise, le carénage des phares. Et on voit cette calandre avancée de 8 cm, je crois. Et en même temps, la calandre était assez aplanie de haut en bas et allongée sur les côtés. Et c'est vrai que ça modernise beaucoup l'allure de la biturbo, parce que c'est quand même la même carrosserie que la biturbo initiale. La 222.4V, la 2.24V, excusez-moi, deuxième série, inaugure par contre la boîte Getrag avec la 5 vitesses, avec la première en avant. La chamale, elle, a une boîte Getrag 6 vitesses, avec des rapports très courts d'ailleurs, ce qui augmente le côté diabolique de l'engin. Alors voici la Racing. La Racing, c'est une 2.24V de deuxième série. Extérieurement, rien ne la différencie. Il y a tous les éléments de chamalisation dont je vous ai parlé. Le moteur, la seule différence extérieure du moteur, c'est l'inscription Racing sur le couvre-culasse côté droit. Ici, c'est celle de Ralph. Par contre, tout l'élément mobile du moteur va être complètement différent. Villebrequin, bielle et piston n'ont rien à voir avec ceux de la 2.24V, alors que la cylindrée est la même, c'est un 2 litres également. L'idée des motoristes Maserati était de faire un tout nouveau moteur 2 litres pour respecter la législation donc italienne et la TVA à 18%. Mais il fallait que ce moteur 2 litres ait vraiment des performances extraordinaires pour les futurs Maserati des années 90. Alors, voici quelques clichés de notre ami Toubab. On a ici, complètement à gauche de l'image, un Villebrequin de Racing. On voit que et ici, un Villebrequin de 2.24V. On voit que les tourillons, les paliers sont plus petits. Les masselottes sont plus épaisses, mais moins longues. Et de ce côté-là, donc, on a les bielles, ici, bielle et piston de 2.24V, et ici, bielle et piston de Racing. Alors d'abord, les bielles et pistons de Racing sont formés et non plus moulés. La bielle est plus longue et plus fine, et le piston est plus court. Ermanno Corgi et l'ingénieur Walter Guidoni, qui ont été tous les deux les pères de ce moteur, ont gagné à peu près 20% de poids sur l'équipage mobile de ce moteur fabuleux. Et j'hésite vraiment pas à mettre des superlatifs sur ce moteur parce que c'est un véritable moteur de course. Et vous allez voir qu'il va être à l'origine donc des 2 litres de la Ghibli et des 2 litres notamment des Ghibli Open Cup avec des puissances allant jusqu'à 330 chevaux en 2 litres. Alors là, sur la Racing, en 1990, on est à 285 chevaux quand même pour 2 litres. Donc, vous voyez la progression, 40 chevaux de gagné par rapport à la 2.24V. Si une voiture Racing, elle se caractérise par l'absence de bois. Il n'y a pas de bois sur le tour ici d'habitacle de la Racing. On trouve du bois sur le levier de frein à main, sur le levier de vitesse, sur le volant. La montre, la salle est toujours là, mais c'est du cuir partout ailleurs, avec une belle inscription sur le cuir ici. La Racing a été présentée là le 14 décembre 1990. Et cette voiture-là, au premier plan, elle est là pour faire taire les mauvaises langues qui disent que depuis une demi-heure, je ne vous présente toujours que la même voiture avec des petites différences minimes. Non, toutes les biturbos ne se ressemblent pas. Au premier plan, là, vous avez
une voiture qui aurait pu être fabuleuse, c'est la Cubasco, mais qui malheureusement restera au stade de prototype non roulant. Cette Cubasco, elle a été dessinée par Marcello Gandini, vous voyez sa signature ici, avec le passage de roue oblique. L'idée était de faire donc cette berlinette à moteur central arrière en mettant le moteur de la Chammal, poussé à 400 chevaux, en centrale arrière. Et l'étude aérodynamique a été quand même très poussée, donc je pense que ce n'était pas vraiment une lubie. Cette voiture aurait pu sortir, mais finalement elle ne sortit pas. Elle était basée sur un châssis poutre, donc cette poutre centrale constituait le châssis et en même temps abritait le réservoir entre les alvéoles de la poutre, ce qui permettait d'avoir donc l'essence au centre vraiment, et pour la distribution des masses, c'était extraordinaire. Alors, le moteur V8 aurait été porteur avec un petit châssis tubulaire boulonné à l'avant de la poutre pour assurer le maintien des suspensions avant. Voilà la Cubasco. Le toit glissait complètement en arrière pour la transformer en targa, mais à ce moment-là, on n'avait plus de visibilité par le rétroviseur interne. On était obligé d'utiliser les rétroviseurs extérieurs comme une camionnette, en fait. Mais enfin, ça aurait été une camionnette bien sympathique. Et là, vous avez une petite plaque avec la signature de Marcello Gandini et d'Alejandro De Tomaso, qui s'était beaucoup investi sur cette Cubasco. Alors voici ces deux protagonistes célébrissimes, Marcello Gandini, un immense designer, qui est en train de faire glisser le toit de la Cubasco, et Alejandro De Tomaso à côté. Alors pourquoi elle n'a pas été produite, cette voiture? Il faut savoir qu'à l'époque, Alejandro De Tomaso avait 51% des actions de Maserati. Les 49 autres pourcents étaient entre les mains de Fiat, qui possédait Ferrari. Et cette voiture-là, si elle avait été produite, elle serait en concurrente des Ferrari 348 à l'époque. Or, la Ferrari 348, ça faisait au maximum, je crois, 300-320 chevaux. Donc, vous voyez, Ferrari était menacé par la Cubasco. Et probablement, ils ont dû appuyer assez fort quand même pour que cette voiture ne soit pas produite. La voici magnifiquement photographiée par Sergio. Elle se trouve à l'étage du musée Panini à Modène. Qu'à cela ne tienne, on se console en chammalisant le reste de la gamme. Alors ça, c'est la 222 SR pour Super Racing. Alors, donc, vous avez vu, 222E, 222 SE, 222 SR, elle a toujours le moteur de litre 8, 225 chevaux, là on est à l'époque du catalyseur, mais un couple quand même camionnesque, et donc les éléments de chammalisation dont je vous ai parlé, la calandre bien avancée, comme on le voit là. Le moteur, vous voyez, 2 litres 8, a son inscription 2 litres 8 sur le banc gauche. On verra que sur les 4 soupapes par cylindre, l'inscription 2 litres 8 est sur le banc droit. Ça, c'est la petite remarque pour les biturbistes chevronnés. Chammalisation du Spider, donc c'est la 3e série de Spider. Ça lui va assez bien. Et chammalisation de la berline. Alors, bien sûr, il y avait les berlines 2.24V, avec le 2 litres 4 soupapes par cylindre, et ça c'est la donc berline 434V avec un tout nouveau moteur, 4 soupapes par cylindre, 2 litres 8. On voit bien ici à quel point, vous voyez, la calandre est avancée par rapport au feu, et on voit l'extracteur d'air ici en AK inversé. Alors voici le moteur, donc 2 litres 8 à 4 soupapes par cylindre, qui délivre 285 chevaux, c'est-à-dire la même puissance que la même puissance, excusez-moi, que la Racing de 2 litres. Mais par contre, elle a un peu plus de couple quand même. Par contre, ce moteur-là, comme celui de la 224V de 2 litres, a un équipage mobile standard, à la différence de la Racing. Alors, ce moteur donc, de 2 litres 8, 4 soupapes par cylindre a été passé sur l'ultime 222, c'est la 222 4V.
qui donc représente l'aboutissement en fait de la série biturbo, de la carrosserie biturbo. Ici, c'est la Belle Blanche de Conimino 2. Alors, toutes les biturbos ne se ressemblent pas, je vous l'ai déjà dit. Voici la Barchetta. La Barchetta, c'est une voiture de course monotype. Donc, Alejandro De Tomaso avait voulu faire un championnat où tout le monde aurait la même voiture, une Barchetta. Il y aurait une quinzaine de compétiteurs. Et en centrale arrière de cette voiture a été placé le moteur racing, une évolution du moteur racing porté à 315 chevaux. La Barchetta reprend la structure de la Cubasco. Tout n'a pas été perdu de l'étude Cubasco avec le châssis poutre englobant le réservoir d'essence. Alors, le moteur n'est pas complètement porteur. J'entends du bruit, je ne sais pas qui c'est. Et donc, le moteur est dans un berceau boulonné à l'arrière. Vous me parlez là ? Je poursuis ? Oui, vas-y, vas-y. Oui, je vais. Alors, vous m'entendez bien ? Pas de problème. Aldo. Il y a juste un micro qui n'était pas muté. Mais vas-y, super. Super, bon, allez, je continue. On ne m'arrête plus. Donc, cette Barchetta a le moteur racing, enfin évoluant de la racing, en position centrale arrière, partiellement porteur. Il est quand même dans un petit châssis tubulaire aluminium. Alors, le voici. Les échangeurs, vous voyez, sont sur les côtés. Le Y se trouve toujours au même endroit. Et le trident est orienté vers l'avant, bien sûr, puisque c'est la disposition de la racing. La boîte de vitesse est en arrière de l'axe des roues arrière, et c'est une boîte de vitesse Audi, en fait, puisque là, on se trouve sur ce train arrière avec la même disposition que dans une Audi sur le train avant. Moteur longitudinal en avant de l'axe des roues, et boîte de vitesse avec les engrenages en arrière et le renvoi vers un différentiel et les sorties de demi-arbre vers l'avant. On voit ainsi ici la tringlerie de transmission qui passe dans le milieu du V et qui se retrouve ici, vous voyez, sur la commande de boîte. Donc là, on a le châssis poutre avec le réservoir et au-dessus, les tubulures pour l'eau, aller-retour d'eau vers le radiateur qui est à l'avant. Alors, cette Barchetta coûtait en valeur 2021 170 000 € et il fallait compter également à peu près 14 000 € par course pour participer à ce championnat. Une quinzaine de clients se sont portés volontaires et donc il y a eu 2 années de championnat, 1992, avec 6 courses, toutes gagnées par ce pilote-là, John Nielsen, qui était un pilote suédois, amateur, mais amateur quand même très chevronné, puisqu'il avait quand même remporté les 24 heures du Mans 2 ans auparavant sur Jaguar. Au passage, on voit ici que la voiture Security Car est une Ghibli qui venait de sortir là, en 1992. Alors pour la saison 93 du Trofeo Barchetta, Maserati a dit à M. Nielsen, écoutez, on veut bien que vous participiez, mais avec un écu spécial limitant la puissance de votre Barchetta de 15%. Sinon, ce n'est pas du jeu, vous êtes trop fort. Et Nielsen, sportivement, a accepté. Il a peint sa Barchetta en jaune avec des noirs. Et toute la saison 93, il y a eu une dizaine de courses. Ça a été la lutte des rouges contre la jaune. Alors là, il n'a remporté que 2 courses en 93. Le championnat a été beaucoup plus ouvert, mais comme il a fait quand même pas mal de podiums, il a été encore champion du Barchetta Trofeo en 1993. Donc vraiment, chapeau à ce pilote. Alors ça, c'est quelque chose d'assez rare. C'est pour les spécialistes là. C'est un projet Ghibli. Il faut savoir que dès 1979, c'est-à-dire dès
avant la présentation de la Biturbo, De Tomaso avait demandé à Andreani de lui dessiner une nouvelle Ghibli. La Ghibli initiale, vous l'avez là-haut, hein, c'est ce dessin absolument magnifique de Giorgetto Giugiaro pour Ghia à l'époque. En 1966, ça a été considéré comme une des plus belles voitures de l'époque et peut-être même de tous les temps. Et donc, De Tomaso voulait faire une néo-Ghibli. Et Andreani lui a présenté une quinzaine de projets. Tous les ans, Andreani allait voir De Tomaso en lui présentant son projet Ghibli. Et à chaque fois, il se prenait le dossier dans la figure avec les reproches de Tomaso. Ça ressemble trop à une Corvette, ça ressemble trop à une 928 Porsche, ça ressemble trop à une Toyota Supra. Sauf là quand même, De Tomaso a tiqué. Donc, c'est allé un peu plus loin. Ils ont fait une maquette, c'est une photographie qui a été prise dans les ateliers Secom. Et donc, la remplaçante de la Biturbo, ça a failli être ça. Et puis finalement, non. De Tomaso trouvait qu'elle ne faisait pas assez Biturbo. Et il a choisi ça. Un dessin de Marcello Gandini qui avait été fait dès après la Chamale, dès les premiers mois après la Chamale. D'ailleurs, le dessin initial de la Ghibli 2 avait des passages de roues obliques qu'a refusé De Tomaso. Et on voit donc que c'est une grosse Chamale, en fait, hein, la nouvelle Ghibli. Elle va remplacer donc les Biturbo en 1992. Ces voies, donc sa largeur entre les deux roues, est augmentée de 6 cm par rapport à la Biturbo d'Andreani, donc il y a une meilleure stabilité. Elle a des passages de roues très bombés, bien sûr, avec les portes, donc un peu en dedans, comme ceci. Alors ça, c'est la mienne, c'est l'une des premières de 1992. On voit le côté très bombé des ailes. La malle surélevée, incluant, comme sur la Chamale, le béquet des Biturbo et du coup une lunette arrière un petit peu horizontalisée. Et ici, vous voyez le radiateur du Ranger. Donc là, c'est vraiment sur les premières Ghibli, on a vraiment la structure Biturbo classique, hein, on a exactement la même chose sur la 430 4V, sur la 222 4V, cette barre transversale sur laquelle est boulonné le différentiel Ranger. Alors, le Ranger, il avait tendance à surchauffer, donc ce radiateur lui était adjoint, notamment sur les versions les plus puissamment motorisées. La Ghibli, vous voyez, bon, elle a des extracteurs d'air à l'extérieur du pli. Ce sont les mêmes extracteurs, excusez-moi, que ceux de la Chamale, grillagés, un petit peu comme ceci. On retrouve l'arc un petit peu moins prononcé que sur la Chamale, entre les roues avant et arrière. L'intérieur, c'est celui de la 2.24V, hein, il n'y a pas de particularité, sauf qu'il est tout cuir. Et le moteur, donc, c'est le 2,8 litres 285 chevaux, avec le filtre à air à l'arrière, le distributeur encore, et il y a une version aussi 2 litres, essentiellement pour le marché italien, à distributeur, mais avec 2 petits filtres à air de part et d'autre dès l'origine, dès les premières Ghibli. Ce 2,8 litres, bien sûr, c'est une évolution. Ce 2 litres, excusez-moi, Ghibli, est une évolution du moteur Racing avec l'équipage mobile Racing hyper allégé et il produit 306 chevaux. C'est-à-dire que donc, sur la Ghibli initiale, le moteur 2 litres est plus puissant, 306 chevaux, que le moteur 2,8 litres 285 chevaux. Alors là, donc, pour vous montrer que sur les premières Ghibli, on a du gris autour des feux. On a les échangeurs qui ne sont plus devant le radiateur d'eau, mais sur les côtés, de façon très abaissée, avec cette prise d'air pour les échangeurs. Et ici, la Ghibli GT de mon ami Patrice, pour faire la différence. Vous voyez, c'est noir autour des feux et les extracteurs ont des petites ailettes. Alors celle-là, elle a dû déclencher des vocations de carabinieri, je pense.
On voit que c'est une des premières Ghibli, hein, c'est gris ici, c'est l'extracteur type chamal. Par contre, elle doit avoir le kit Sportivo, puisqu'on voit ces jantes spéciales. Alors ça, la proposition de la société Opac à Turin pour remplacer le Spider biturbo Zagato, mais c'est sur base Chamal, c'est un V8 Chamal qui se trouve sous le capot là. Voilà, une voiture donc qui finalement a été refusée par Alejandro De Tomaso et par Fiat. C'était juste au moment de la jonction de la reprise par Fiat de Maserati. Opac avait même proposé une deuxième série avec des feux ronds à l'arrière. Et finalement, donc ça n'a pas été accepté comme projet. Je crois qu'il y a eu 2 exemplaires de produits. Voici Alejandro De Tomaso en 1992, je pense, dans son usine avec ses blocs moteurs. Malheureusement, De Tomaso sera victime d'un accident vasculaire cérébral grave en janvier 1993 avec hémiplégie, paralysie faciale. Je pense que sans cet accident de santé, il aurait continué à diriger Maserati assez longtemps encore. Mais là, donc, il se retire, il vend ses parts à Fiat, qui donc, en 1993, se trouve complètement à la tête de 100% de Maserati, ainsi que presque de 100% de toute l'industrie automobile italienne d'ailleurs, puisque Fiat, à ce moment-là, possède Lancia, Alfa Romeo, Ferrari. Il n'y a que Lamborghini qui lui échappe. Alors là, nous sommes en 1994, c'est la Ghibli Model Year 94, encore appelée Ghibli ABS. C'est la première Maserati biturbo produite donc sous gestion non De Tomaso, c'est-à-dire sous gestion Fiat. Elle se reconnaît à ses jantes type Merak, hein, ça évoque les jantes des Merak des années 70. Alors cette Ghibli possède l'ABS, possède des améliorations au niveau des relais électriques, hein, il y a beaucoup de relais électriques améliorés. À l'arrière, elle a toujours le différentiel Ranger, mais un cadre tubulaire apparaît sur au moins certaines versions de la Model Year 94. Voici ici l'ABS. L'allumage est statique. Il n'y a plus d'allumage mécanique avec le distributeur mécanique Delco. Et donc là, sur toutes les versions, même de l'I8, on a les filtres à air sur les côtés. En 1994, Gandini donc est sollicité pour la remplaçante de la 430 4V pour la nouvelle berline biturbo. Et ça va être, on voit donc ici hein, la marque clac, le passage oblique des roues arrière de cher Marcello Gandini, et ça va être la Quattroporte 4. Donc celle-là peut porter l'appellation Quattroporte, et puisque la Quattroporte 3 s'est arrêtée en 1990 avec la Royale. Alors les premières Quattroporte 4 avaient ces jantes-ci qui sont spécifiques. Nous avons la belle Quattroporte 4 de Conimino. Cette voiture est extrêmement raffinée au niveau aérodynamique. Elle a un CX de 0,31, donc une grande amélioration aérodynamique. Si on projette, vous voyez, l'avant, le haut de l'avant de la voiture vers l'arrière, on se trouve plus bas que les phares arrière. La partie carrosserie de la voiture est nettement plus haute à l'arrière qu'à l'avant. Par contre, la partie vitrée, c'est un peu l'inverse. Hein. Le vitrage, la hauteur du vitrage diminue vers l'arrière, comme si on avait 2 coins inversés, un coin carrosserie pointu vers l'avant, un coin vitrage un petit peu plus pointu vers l'arrière. Et on voit le passage ici oblique des roues arrière. Alors cette voiture, bien sûr, avait les motorisations de la Ghibli, 2 litres, non pas 306 chevaux, mais 285. Le 2 litres, qui était en fait le 2 litres racing au niveau équipage mobile, avait été un petit peu ramené à 285 chevaux, et avec un peu plus de couple pour la berline. En 2 litres 8, c'était le même moteur, 285 chevaux, 4 soupapes par cylindre. Et puis on verra plus tard qu'il y aura une évolution V8. Alors l'intérieur
est magnifiquement fini. Il y a du bois de partout, de l'Alcantara, du cuir d'excellente qualité. C'est l'une des Maserati la mieux finie, avec, vous voyez, des marqueteries de bois sur le volant, le fond en bois entre les cadrans, ce qu'elle partage donc avec la 228. Toujours la montre la salle qui se trouve là. Alors ça, c'est donc le train arrière de la Ghibli, de la 430 4V. Et voici donc ce châssis tubulaire arrière qui avait été inauguré, donc mon ami Fred Gonin m'a appris que sur les biturbos de course, on avait déjà inauguré un petit peu ce châssis-là, tubulaire arrière. Et puis, donc, c'est apparu sur la Ghibli ABS et sur la Quattroporte T4. La Quattroporte T4 inaugure un nouveau différentiel ZF qui n'a pas besoin de radiateur d'huile. Et donc, cet élément se retrouvera ensuite sur les Ghibli, mais a été de série, cadre tubulaire plus ZF, sur la Quattroporte 4. Excusez-moi pour la qualité de l'image, une voiture un peu sale ici. La Ghibli GT donc, va recevoir bien sûr ces éléments d'amélioration. Donc elle est 50 kg plus lourde du fait de ce châssis tubulaire à l'arrière, mais la tenue de route est quand même très améliorée par rapport à la mienne, par exemple, une Ghibli non ABS sans le châssis tubulaire arrière. Quelques belles photos de Gemini avec, on voit l'évolution vers un petit écusson plus petit, plus discret sur la Ghibli GT. Un cuir vraiment d'excellente facture. Là, c'est la Ghibli GT de Gianni, avec les petites ailettes d'extraction d'air. La Ghibli GT de Sergio. Ils ont tous des Ghibli GT, mes amis, là. Et on voit que la Ghibli GT n'a plus la fausse trappe à essence que l'on trouvait sur les premières Ghibli et sur les biturbos. La vraie trappe à essence est de l'autre côté. Alors, Fiat décide de faire un championnat monomarque en 1995 et en 1996. Il va y avoir 2 saisons à partir de la Ghibli 2 litres, avec, donc c'est le moteur 2 litres, donc je vous dis l'équipage mobile Racing, qui était un véritable moteur de course, et là il va trouver sa pleine vocation. Alors ce moteur va être poussé à 320 chevaux pour la saison 1996 et même à 330 chevaux pour la saison 1996. Les turbos, là, sont améliorés. Ils ont des roulements à billes, ce sont les ball bearings, Iashi toujours. Les jantes sont des jantes Speedline en 17 pouces pour la saison 95 et il va y avoir des jantes Techno Magnesio en 18 pouces pour la saison 1996. Voilà, donc une très belle saison, une très belle compétition organisée par Adolfo Orsi. Ça va être donc le Selenia Ghibli Open Cup avec des participants prestigieux comme Patrick Tambay, Mickey Biasion, mais c'est un jeune inconnu qui va gagner le trophéo à la fin. Et voici la 2e saison, là, donc un kit aéro très amélioré. Le moteur passe à 330 chevaux. Regardez bien ce feu parce qu'il se retrouvera sur les Ghibli Cup stradalisées japonaises 2,8 litres. Alors là, c'est celle de Matteo Panini qui avait participé donc au trophée au Ghibli 1996. On voit les jantes Techno Magnesio. À l'intérieur, c'est très dépouillé, mais il reste quand même la petite montre La Salle. Alors cette voiture avait des performances absolument extraordinaires. Il y avait d'ailleurs un compétiteur, Giuseppe Schenetti, qui participait au trophée au Ghibli et qui participait aussi au challenge Ferrari 355 à l'époque. Il était assez fortuné, BP, et donc il participait aux 2, et ça a fâché Fiat, quand Fiat s'est aperçu que les temps de BP Schenetti sur sa Ghibli Open Cup saison 2, à 1/10 près, étaient les mêmes que les temps qu'il faisait sur la Ferrari.
Alors, ça n'allait plus trop parce que le challenge Ferrari coûtait quand même 2 fois plus cher que le challenge, que le Trofeo Ghibli. Et Fiat a arrêté le Trofeo après 2 courses, après la course de Misano, où en fait, le même jour, il y avait les Ferrari et les Ghibli qui tournaient successivement. C'est Adolfo Orsi qui nous a raconté cela à l'hôtel San Gaudenzo, à Sergio et à moi. Tu te souviens, Sergio, de cette soirée, hein, où Adolfo Orsi, donc l'organisateur du trophée au Ghibli, nous a expliqué que il a été contraint donc d'arrêter son trophée qu'il avait tout organisé. Et comme les compétiteurs n'étaient pas très contents, eh bien, Fiat a obligé Maserati, l'usine Maserati, à racheter les voitures et à racheter également la mise de chaque compétiteur pour chaque course. Donc finalement, les gens se sont calmés puisque finalement, ils ont couru 2 courses gratos. Mais voilà, ça a été donc l'arrêt de la Ghibli Open Cup. Qu'à cela ne tienne, Maserati a sorti une Ghibli Cup, qui est la stradale de l'Open Cup de compétition, avec donc les jantes Speedline de la première saison, le moteur 330 chevaux hein, et les turbos sur roulement à billes. Il y avait aussi donc caractéristique l'entrée de réservoir comme ceci en aluminium et un échappement, on ne voit pas trop là sur la photo, ovale. Donc voilà l'Open Cup dans cette belle couleur Blue Francia. Il y a eu 60 exemplaires de Cup, de Ghibli Cup 2 litres et 27 exemplaires de Ghibli Cup 2 litres 8 pour le Japon. On reconnaît ici les feux spéciaux de l'Open Cup saison 96. Alors ça, c'est la belle Ghibli Cup 2 litres 8 de Gemini qui vient du Japon. Il aime bien les voitures exotiques, Gemini. Alors là, à l'intérieur, ça fait quand même un peu austérité germanique hein, sur la Ghibli Cup. Heureusement qu'il y a la montre La Salle qui est restée là. Beau volant Momo. Il n'y a plus de bois, il y a du pseudo-carbone en fait. Alors là, on est en 1996, en novembre 1996, sur le lac de Lugano. Un bateau va battre un record du monde de vitesse. C'est le bateau primatiste du chantier naval Abate. Ce bateau est piloté par Guido Capellini, que l'on voit ici sur la photo, et c'est Ermanno Corgi qui avait préparé le moteur de ce bateau. C'est un moteur Open Cup, donc le moteur racing en fait, hein, équipage mobile racing, 2 litres. Ermanno m'a dit qu'il avait réussi à pousser ce moteur à 370 chevaux. Et donc, ce bateau a battu le record de vitesse d'1 km lancé, moyenne sur 1 km de 216 km/h. Et là, on voit sur la dédicace de Capellini à son ami Corgi, Capellini a noté la vitesse de pointe 229 km/h, car ce bateau, quand il touchait l'eau, il était un petit peu freiné, puis dès qu'il levait le nez, il reprenait un petit peu de vitesse, et on avait donc, malgré une moyenne de 216 km/h, des pointes à 229. Alors, pour fêter ça, Maserati a sorti une série spéciale, la série Primatiste. Alors, voici la belle Primatiste de Sedfred. Extérieurement, c'est une voiture très sobre, une couleur blue marée spécifique. Et extérieurement, la seule petite différence, c'est un petit logo devant la roue arrière, là, discret, Ghibli Primatiste avec la forme du bateau. L'échappement est le même que celui des Cup, donc ovale, et le moteur est celui 306 chevaux de la Maserati Ghibli GT de l'époque, sans plus. Par contre, à l'intérieur, attention les gars, vous pouvez mettre vos lunettes de soleil. Attention, voilà. À l'intérieur, c'est vraiment Yachting Club.
Hein, c'est pas pour rigoler. Là, on est dans le port de Monaco en train de manœuvrer un beau bateau. Et les pédales en aluminium ajouré, là, attention, elles ne répondent que si vous avez des chaussures yacht. N'est-ce pas, cette Fred? On s'y fait. Hein. Au bout de 30 secondes, vous voyez, on s'y fait. Cédric nous dit qu'il fait soleil dans cette voiture, même quand il pleut dehors. Hein. C'est vraiment impressionnant, mais bon, on s'habitue. Même, on trouverait même ça finalement sobre. Voilà. Sinon, donc c'est une voiture qui a la boîte de vitesse Getrag 6, hein, comme les GT de cette époque-là. Les amortisseurs réglables Koni, bien sûr. L'Alcantara sombre sur le toit, le cuir bien bleu, là, voilà. Une voiture qui est une série limitée à 34 exemplaires. Et finalement, ça en fait la biturbo la plus rare. Avec 34 exemplaires, il n'y a pas moins. On a les 60 Ghibli Cup 2 litres, voilà, les 80 418 V, qui était une donc berline 418 avec le moteur 18 2 litres, 18 soupapes, qui a été produite à 80 exemplaires. Ce sont les plus petites séries de biturbo. La 222 4V, elle a été produite à 130 exemplaires. Donc, 34 exemplaires de Ghibli primatiste, une rareté. Une quattroporte, ça devait avoir un V8. C'était dans la tradition. Et en 1997, eh bien, on place le moteur de la Chamal avec une grosse différence quand même, on va voir un peu plus loin, dans la quattroporte 4. En plus donc des possibilités de V6 2 litres, V6 2 litres 8. On voit là, vous voyez les filtres à air sur les côtés qui alimentent directement donc, les turbos. Alors ce moteur, donc 3 litres 2, développe 335 chevaux, un peu plus que sur la Chamal de 326 chevaux. La différence par rapport à la Chamal, c'est le vilebrequin. La Chamal a un vilebrequin à plat, c'est-à-dire que les manetons, vous voyez, là, les tourillons sont à 180 degrés les uns des autres. Ici, toc-toc là, et à nouveau là. Et il y a 2 bielles, une de chaque côté, qui se branchent sur chaque maneton. L'avantage de ce système, c'est que les masses d'équilibrage sont très fines. Il y a très peu d'inertie. C'est un moteur qui prend ses tours à toute allure. Par contre, ça vibre. Alors pour la bestiale Chamal, les vibrations, c'est pas grave, ça va avec le caractère de la voiture. Par contre, pour cette somptueuse quattroporte et très civilisée, il fallait supprimer les vibrations. Et donc on a créé un vilebrequin en croix avec les tourillons ici, à 90 degrés de l'autre côté, pof, 180 degrés et 90 degrés de l'autre côté là. Donc voilà la différence. Les masselottes d'équilibrage sont plus lourdes, donc le moteur est un peu moins rageur, mais il ne vibre pas du tout. Voici donc la quattroporte V8, qui est une voiture quand même fantastique avec son excellent CX de 0,31. Elle atteint les 270 km/h. Et elle accélère en 5 secondes 6 de 0 à 100. Alors, vous savez qu'en 1997, Fiat vend Maserati à Ferrari, qu'elle possède aussi de toute façon. Donc c'est une vente interne, on va dire, mais c'est marketingement important puisque Maserati va être distribué de partout dans le monde par le réseau Ferrari. Alors Ferrari donc arrête la Ghibli, va la remplacer par la 3200 GT, mais Ferrari conserve donc la quattroporte 4, qui est quand même une voiture très aboutie. Il va faire la quattroporte 4 Evo avec des évolutions qui sont pas tellement mécaniques. Il y a peut-être une petite amélioration du refroidissement, mais à peine. Ce sont surtout des différences cosmétiques internes. On voit que le bois disparaît entre les cadrans. Il n'y a plus le manomètre de pression d'admission du turbo. Le graphisme est un petit peu plus ferrarisé. On perd la montre Lasalle
au centre. Ici, on pouvait encore l'avoir quand même sur option, et c'est une option très chère qui a été très peu prise. Et le bois est un petit peu plus mat que dans la Quattroporte non Evo. Voilà, donc la Quattroporte Evo. Alors ça, ce sont de très belles jantes qui vont être optionnelles sur les dernières Quattroporte 4. Et voilà, là, je vous ai mis cette photo. On voit bien à quel point cette voiture est cunéiforme, pointue devant, haute derrière. Une très, très belle voiture, vraiment. La 3200 GT, elle a remplacé donc la Ghibli. Elle est présentée en 1998. Ici, c'est celle de Gianni, ex-Maser-Alpha. Et cette voiture est quand même une biturbo au niveau moteur. C'est indéniable. C'est le moteur de la Chamal avec le vilebrequin donc de la Quattroporte 3 litres 2, poussé à 370 chevaux par les ingénieurs de Ferrari. Par contre, cette voiture n'est pas vraiment une biturbo par ses autres aspects. Ses trains roulants sont ceux de la Ferrari Maranello, avec des langues superposées en aluminium forgé devant, derrière, et surtout son dessin donc, est complètement nouveau. Elle est dessinée par Giorgetto Giugiaro, et son dessin va être à l'origine un petit peu de tous les dessins suivants, même de la Gran Turismo finalement. Il y a quand même une similitude de design. Voilà, nous sommes parvenus donc à la fin de ce périple biturbo qui a commencé un peu difficilement. Photo de Serge, on revient vite fait en arrière, rassurez-vous, ça ne va pas durer longtemps. La Quattroporte 4, la Ghibli, la Spider Zagato de Setfred. Là, une photo intéressante où on voit la Racing de Ralph et la Ghibli GT de Sergio. On voit la différence, c'est la prise d'air pour les échangeurs qui est là sur la Ghibli, alors que les échangeurs sont devant les radiateurs d'eau, derrière la calandre pour la Racing. Les ailes sont bombées, elles ne sont pas bombées sur la Racing, mais bon, à part ça, on voit quand même la similitude de design. Belle photo, là, où on a une Racing et une 222 4V, à moins que ce soit le contraire. Extérieurement, impossible à différencier. Photo de Serge, toujours. La Chamal, avec ses ailes bombées, et une Ghibli, ici, avec son habitacle plus long que celui de la Chamal. Là, c'est une photo de Setfred avec sa Spider de litre 8, et on voit donc la 222 de Serge. Je ne sais pas comment il a fait pour avoir le 222 sur sa plaque d'immatriculation. Les calandres un petit peu projetés vers l'avant, plus projetés vers l'avant que les voitures de la série précédente. Et voici, donc là on est à Piacenza en 2014, c'est une photo de Serge aussi, avec une biturbo S et une biturbo ici, puisqu'on voit le passage sous le feu. Tableau de bord arrondi, c'est une biturbo 2, donc, après 1985. Et enfin, cette belle biturbo initiale qui est à l'origine de toute cette belle épopée. Elle est ici, vous voyez, avec des jantes de biturbo 2, peut-être un peu anachroniques sur ce modèle. Et bien voilà les amis, je vous remercie de m'avoir supporté jusque-là et je vous demande de me pardonner mes incompétences informatiques initiales qui ont été quand même bien rattrapées par Alain et les autres amis. Merci. Voilà, je ne sais pas comment ça se passe maintenant. Super, Alido, tu nous as régalé. Oui, ça vous a plu. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de détails ou pas assez de détails. Je ne sais pas. J'ai essayé de trouver un intermédiaire un peu pour tout le monde, les plus novices, les plus experts. Merci, c'était passionnant. Merci, Maseramo. Merci à tous, c'était vraiment top. Ah, ben écoutez, super. Je suis content que ça vous ait déjà plu. Bon, et c'est quand la prochaine? Bon, il va falloir que je m'améliore au niveau informatique. Pourtant, on avait fait des tests. Ça vous a plu. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de détails, pas assez de détails. Je ne sais pas. J'ai essayé de trouver un intermédiaire un peu pour tout le monde, les plus novices, les plus experts. Bravo Alido, bravo Alido. Merci les amis. Bravo. Merci. Fantastique.
c'est pas la prochaine. Ah, je reconnais Dominique à la voix. Il va falloir que je m'améliore en fait. Pourtant, Il y a j'ai des fait échos, des là. j'espère qu'il n'y a pas eu trop de détails, pas assez de détails. J'ai trouvé un Oui, c'est intermédiaire un peu qui écoute deux fois en même Trop temps fort. sur Zoom et en même temps sur YouTube. Et comme il y a un décalage de 20 secondes, Merci les amis. son temps il Bravo, devient. bravo. Ciao Alido. Ciao, ciao. Alors, on va essayer de refaire, je pense, ce genre de petite conférence sur des sujets différents, Maserati, parce que bon, c'est vrai que c'est un support qui peut être sympathique, avec pas forcément le même orateur. Hein. Un grand merci à toi, Lido. Merci, Ced. Merci. Merci pour tout. Bonne soirée et bon appétit alors. Alors, bon appétit, puisque il est temps, là. Il est temps, ouais. Il est Avec pile l'heure. les petites péripéties informatiques du début, ça a fait 2 heures. Hein. Voilà. Merci Nicolas, merci de nous faire partager. Ciao, ciao, Pierre-Cédric. Tu as la barbe comme Adolphe. On va arrêter la retransmission sur YouTube. On arrête? Oui, oui. Je te Au laisse revoir à faire, tout le hein, monde. Alain. Je ne sais pas trop quoi faire.